Bonjour à tous et merci d'être là ce matin pour cette deuxième demi-journée donc, des rencontres sciences humaines et sociales et médecine génomique. Moi je suis Laurent Pasquier, médecin généticien au CHU de Rennes. Et donc ce matin, on va, après une demi-journée qui a fait intervenir différentes disciplines comme la philosophie, l'économie, l'histoire des sciences, le droit, et la sociologie des coopérations professionnelles, c'est ce que j'ai noté. On va peut-être se recentrer sur deux acteurs indispensables de la médecine génomique et qui sont au cœur de cette médecine génomique, c'est-à-dire le patient ou le malade, comme les associations de patients parfois aiment désigner cette personne, puisque, en tout cas dans l'Alliance Maladie Rare, par exemple, les malades on ont assez d'être appelés patients, ils en ont assez de patienter. Et puis, bien sûr, autour des médecins prescripteurs et gestionnaires de cette médecine génomique. Donc, on a ce matin différentes disciplines qui sont de nouveau représentées. Elles vont faire chacune d'entre elles une petite présentation ou à deux voix de 7-8 minutes pour se présenter brièvement, puis pour présenter bien sûr leur objet de recherche et leur point de vue finalement, puis bien sûr ensuite une discussion avec la salle par ailleurs. Donc on va parler et on voulait rebaliser ce parcours de soins en génomique, puisque c'est bien de ça dont on va parler. Finalement, c'est important parce qu'il y a bien sûr le point de vue du patient à considérer, mais il y a aussi bien sûr une trajectoire professionnelle à considérer, et notamment moi je pense aux médecins non généticiens qui prescrivent des examens génétiques et ils sont déjà des acteurs importants, et bien sûr l'enjeu de faire converger ces deux acteurs. Donc on va commencer tout de suite et on a décidé ensemble de l'ordre des intervenantes, qui sera donc un petit peu différente de ce qui est sur votre programme. Et on va commencer par le médecin, le professeur Dominique Stoppa-Lyonnet, pour nous présenter, bien sûr, son point de vue de médecin sur ce parcours génomique. Merci, Dominique. Merci Laurent. Bonjour à tous et à toutes, et merci au comité organisateur de me donner la possibilité de m'exprimer, d'intervenir. Peut-être quelques mots pour me présenter. Donc, je suis universitaire à Paris-Cité et je suis également responsable du service de génétique de l'Institut Curie. Peut-être quelques mots pour dire qu'est-ce que c'est que la génétique oncologique, donc dans un CLCC, enfin la génétique oncologique de façon générale, puisque la génétique, enfin l'aspect cancer est un point extrêmement important, est un pan important du plan. Et donc je voudrais souligner que la génétique des cancers, c'est à la fois la génétique clinique, donc on a une activité très générale sur l'ensemble des prédispositions, cancer fréquent de l'adulte et certains cancers de l'enfant. C'est aussi une partie de laboratoire et qui a deux champs. La génétique constitutionnelle, donc ça s'apparente d'ailleurs finalement aux maladies rares. On est essentiellement dans des transmissions mendéliennes, même si le multifactoriel arrive avec notamment les polygéniques RISCOR. Et puis c'est une partie caractérisation de la tumeur. Donc on parle souvent, on l'oppose, on parle de génétique somatique. Il vaut mieux parler de génétique tumorale. Et ce que je veux dire, c'est que ces deux volets de la génétique moléculaire des cancers sont vraiment interdépendants et s'enrichissent mutuellement. Aujourd'hui, deux points. L'identification d'une altération au niveau de la tumeur peut être en fait un point d'entrée dans la prédisposition. Il faut rappeler que 70 à 80% des altérations BRCA trouvées dans la tumeur sont en fait constitutionnelles. Donc faire un test génétique tumoral, c'est déjà mettre un pied dans la prédisposition pour certains de ces tests. Et puis à l'inverse, la caractérisation de la tumeur permet, en fait, augmente le phénotype, la description phénotypique du patient. Si on trouve une signature, par exemple, de déficit en recombinaison homologue ou une instabilité des microsatellites, ça peut orienter vers une prédisposition.
génétique des cancers, comme la génétique médicale en général, je voudrais dire que c'est une démarche qui a à la fois, comment dire, c'est une espèce de claudication. Donc ça veut dire que c'est une démarche à la fois de diagnostic avec un pas qui est solide, robuste, et puis il y a un pas qui est un peu plus lent, une jambe qui traîne un peu, c'est celle de la recherche. Et de façon générale, la génétique médicale a toujours eu ces deux dimensions. Et pour venir maintenant au plan, on retrouve également cette double dimension, même si le plan, et je veux reciter ce qu'a dit le professeur Yves Lévy quand il a présenté donc, le plan en juin 2016, le plan c'est la génomique dans le parcours de soins. Je le cite, la France se dote par ce plan d'une filière médicale et industrielle en vue d'introduire la médecine de précision dans le parcours de soins. Donc c'est un objectif vraiment affiché, c'est un objectif qui est résolument clinique, mais de façon inhérente, sans que ce soit totalement dit, il y a une dimension de recherche. Et de mon point de vue, c'est une des grandes difficultés du plan, mais c'est aussi toute sa richesse et je dirais sa promesse. Voilà. Alors maintenant, je propose de commenter le circuit de prescription et de rendu, donc des résultats que l'on trouve sur le site du plan. Alors je dois dire que j'ai cherché hier, il n'est pas facile à trouver, hein. C'est dans les frequent asked questions. Je trouve que ce serait bien de le mettre d'emblée. Très vite, première consultation médicale, donc conduite, comme Laurent l'a dit, par un médecin qui est spécialiste de la maladie du patient, qui ne connaît pas forcément la génétique, mais quand même un très grand nombre de collègues connaissent. Il a épuisé les outils cliniques et moléculaires classiques, et donc il se tourne vers le plan, donc devant une maladie sans diagnostic, devant un cancer grave sans traitement. Donc, premier temps, il évoque la possibilité de l'inclusion dans le plan. Il s'assure que le malade en serait d'accord de principe. Ensuite, deuxième temps, la validation de l'indication en RCP d'amont, donc une réunion de concertation pluridisciplinaire qui est nationale ou régionale selon la préindication. Ensuite, le médecin revient vers son patient. Si c'est validé, il revient quel que soit, je dirais, si ce n'est pas validé, il lui explique. Si c'est validé, il lui explique davantage. Il anticipe, et je pense qu'un maître mot de ce parcours, c'est l'anticipation des enjeux et des limites. Il inclut le patient, mais aussi ses proches. Alors, il ne le fait pas forcément dans le même temps, mais il organise l'inclusion des proches. Et puis, donc c'est l'information, c'est les consentements. Et puis ensuite, c'est l'organisation des prélèvements sanguins. Et là, il faut souligner le rôle des assistants de prescription, donc qui sont financés par le plan et qui ont maintenant un nouveau nom. J'ai compris que c'était chargé de parcours génomique. Ensuite, les prélèvements vont sur la plateforme de séquençage. J'y associe d'emblée la plateforme de bioinformatique qui va préparer les résultats en vue de leur interprétation biologique, qui va mettre les premiers filtres. On reviendra peut-être d'ailleurs sur l'organisation de ces plateformes avec derrière, enfin c'est pas derrière, c'est ensemble, voire même avant, les biologistes qui interprètent et qui ne sont pas sur la plateforme et qui sont en fait, il faut avoir une vision. Et alors je vois que Damien Sans-Laville est là, pour Oragène, il précisera bien sûr les choses, mais je prends l'exemple de Sequoia, je pense que c'est à peu près pareil pour Oragène, mais finalement Sequoia c'est un laboratoire de biologie médicale et c'est un groupement de coopération sanitaire avec des biologistes, des généticiens qui sont à distance. Et moi, je trouve que c'est un très beau modèle d'organisation des soins et peut-être qu'on pourra en rediscuter. Donc là, émission d'un premier compte-rendu de biologie médicale et puis ensuite une RCP d'interprétation clinico-biologique si besoin, parce que c'est là tout aussi la difficulté, c'est pas si simple d'interpréter les choses. Ensuite, RCP clinique d'aval, on retrouve là le médecin prescripteur, décision médicale ou pas en fonction des résultats, avec un compte-rendu donc de la RCP, France Médecine Génomique. Et puis ensuite, c'est nouvelle consultation avec le patient par le médecin,
qui a inclus le patient. Juste pour finir, très vite, si le résultat est positif, c'est-à-dire si on comprend quelque chose, à ce moment-là, bien sûr, on revient, on explique, il y a des enjeux qui apparaissent, notamment c'est l'information des apparentés. Si ce qui a été identifié a un intérêt médical pour eux, et naturellement, l'information de la parentèle doit être envisagée très en amont. Et là où les choses se compliquent, c'est quand le résultat est négatif, négatif du point de vue du laboratoire, on n'a rien trouvé. Le résultat est incertain, il peut être de plusieurs façons. Il y a un variant de signification inconnu qui a été trouvé dans un gène qu'on connaît bien, mais on ne peut pas conclure quant à son impact clinique. Ou alors, il y a des variants pathogènes dans un gène qui est sans lien de causalité démontré avec la maladie. Et donc là, il va falloir revenir plus tard vers le patient. Et puis, dernier point, c'est les données incidentes, sans lien avec la maladie étudiée, mais dont la connaissance peut être utile pour le malade ou pour ses apparentés. Et là encore, le maître mot pour la gestion de ces données incidentes, c'est l'anticipation et l'accord, le fait de savoir si le patient, le malade, veut en être informé. Et je dirais en conclusion, sur ce parcours de soins, moi, ce qui me frappe, c'est que finalement, on instaure une espèce de compagnonnage avec le patient, avec sa famille, compagnonnage dans le temps, puisque dans un très grand nombre de cas, le résultat de l'étude est négatif ou incertain, et il va falloir pouvoir revenir vers les personnes. Je dirais que c'est pas très différent de ce qui se passe en génétique médicale depuis 30 ans. Je reviens sur l'image de la claudication. Mais c'est peut-être encore amplifié parce qu'il y a encore un peu plus d'acteurs. Mais je dirais que ce très grand nombre d'acteurs, ce très grand nombre de situations médicales recensées et pour lesquelles on aura accumulé un très grand nombre de données génomiques, je dirais, sont gages justement de progrès et de connaissances qui sont en train de se construire. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci Dominique. On a bien entendu tes mots-clés autour de l'anticipation et du compagnonnage, et effectivement, qui participe quand même peut-être à ce qui a été évoqué hier sur l'exceptionnalisme ou le non-exceptionnalisme de la génétique, et peut-être qu'on pourrait revenir aussi dessus ce matin. Je vais passer la parole tout de suite donc à un duo, du coup, Madame Froger-Lefebvre et Madame Mathieu, pour le point de vue plutôt des sociologues sur ce parcours génomique et notamment du point de vue des patients. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir invités, Marie et moi, à présenter nos questionnements de recherche aujourd'hui. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de ces deux demi-journées. Donc, pour nous présenter rapidement, Marie et moi, nous sommes sociologues de la santé, postdoctorantes. Donc, Marie Mathieu au CERMES 3 dans le cadre du projet de recherche Faire sens du cancer à l'ère de la génomique, dirigé par Catherine Bourguin et financé par l'INCa. Et moi au GEMAS dans le cadre du projet Prescrire la médecine génomique, dans le cadre de la chaire d'excellence de Sylvain Bell, financé également par l'INCa. Donc, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, ce sont des questionnements préliminaires issus de travaux toujours en cours. On est toujours en train de faire nos terrains, toutes les deux. Alors, hop, voilà. Donc, ce qu'on va présenter aujourd'hui, ça va tourner essentiellement autour de 3 questionnements assez généraux, donc qui ont un lien avec la session d'aujourd'hui, donc sur les parcours et l'organisation des soins. La première question, ça va être comment est-ce que la génétique et la génomique donnent sens aux expériences des patients. Dans un second temps, on va se questionner sur le consentement éclairé. Finalement, quel pouvoir de décision ont ces patients et patientes? Et dans un troisième temps, nous verrons quelles sont les améliorations possibles, notamment en termes d'accès aux soins, mais également d'accompagnement et d'information. Donc, ce sont des questionnements que nous allons décliner à la fois sur le sens de la génomique tumorale pour les patients dans les services de cancérologie dans le cadre du PFMG, mais également dans un second temps, et ce sera la partie que présentera Marie, sur le sens de la génétique constitutionnelle au sein d'une association de patients.
Donc, très rapidement, moi, ce que je vais aborder, c'est finalement la place des patients dans le contexte de la médecine génomique tumorale, dont le terrain a été mené dans le cadre d'une enquête sociologique collective auprès de patients dans différents services de cancérologie et dans différents établissements de soins. Et j'ai donc mené des observations de consultation, mais aussi des entretiens avec les patients. Et j'ai également observé les RCP moléculaires de différents établissements. Donc voilà, je reprendrai pour cette partie-là les 3 questions que je vous ai présentées en introduction. Et je vais m'appuyer pour cela sur un cas particulier. Donc je vais passer très rapidement, mais du coup, ça va pouvoir aussi faire émerger des questionnements plus globaux finalement. Donc je vais m'appuyer sur le cas de Madame M, une patiente prise en charge pour un glioblastome, donc une tumeur cérébrale. Elle a 52 ans, elle est célibataire, elle est ancienne manager dans une entreprise internationale de maquillage professionnel. Elle est sans enfant, elle réside à Paris dans le 18e arrondissement. Mais du coup, suite au diagnostic de sa maladie, elle a emménagé chez sa sœur parce que du coup, à cause de sa maladie, elle a des troubles cognitifs et elle a des difficultés de concentration et notamment à organiser tous ses rendez-vous médicaux. Donc elle compte sur sa sœur pour ça. Donc elle a un rapport ancien au cancer puisque sa mère a eu un cancer du col de l'utérus. Et donc, elle a un diagnostic assez récent. Enfin, au moment de l'entretien, elle me dit fêter ses 1 an de diagnostic du cancer. Elle a été prise en charge dans un service spécialisé de la PHP. Et c'est également un cas que j'ai pu observer, qui a été présenté lors de RCP moléculaires. Donc, très rapidement, en fait, ce qu'elle m'explique, c'est qu'elle a effectué un arrêt maladie avant d'être diagnostiquée en 2019 pour burn-out. Donc elle avait un problème avec son supérieur hiérarchique, elle ne parvenait plus à remplir ses tâches professionnelles. Donc elle avait commencé un suivi psychologique jusqu'à ce qu'elle ait un accident de vélo, du coup, elle est hospitalisée du coup, suite à ça. Et là, on découvre qu'elle a une masse au niveau cérébral. Et on la transfère dans un service spécialisé où on lui diagnostique du coup le glioblastome. Donc là s'ensuit toute une série de traitements. Donc d'abord ça passe par une chirurgie qui lui permet de retirer 95% de la tumeur, puis de la radiothérapie, des cycles de chimiothérapie. Elle est finalement incluse dans un essai clinique qui ne va pas arrêter la progression de la tumeur. Du coup, elle arrête l'essai, elle est retirée de l'essai. Et jusqu'à l'entretien avec moi, finalement, elle m'explique que la maladie était plutôt sous contrôle et qu'elle elle espérait être guérie d'ici 1 an. Voilà. Donc, ce qu'on peut tirer de cela, c'est déjà sur la question du sens donné et des attendus quant à la génomique tumorale pour les patients. Et dans ce cas-là, précisément. Donc déjà, dans la compréhension du cancer, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a toujours cette mise en avant de la question du hasard. Donc il n'y a pas forcément de culpabilisation ou de questionnement sur la filiation ou la transmission génétique. Il n'y a pas non plus de questionnement sur les causes environnementales ou professionnelles qui pourraient engendrer la maladie. C'est vraiment la génomique ou la génétique qui devient la causalité numéro 1, enfin du coup, comment la patiente explique le déclenchement de sa maladie. En termes d'espoir et d'attendu suite aux tests génomiques, ils sont plutôt importants. Alors ils varient évidemment en fonction des patients, mais ils sont souvent vus comme un dernier recours thérapeutique pour beaucoup. Et aussi dans le cas de Madame M, l'espoir est fondé sur la meilleure connaissance de la maladie.
Donc des attendus importants qui s'additionnent en plus avec l'importance du sentiment d'utilité, entre guillemets, lié à la participation à la science. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement le cancer, il est interprété, il est conçu par la patiente comme un moment de bifurcation biographique. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la vie de la patiente s'en trouve transformée. Elle envisage une reconversion professionnelle, de s'engager auprès d'associations et d'en faire finalement son activité à temps plein. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'il y a quand même une forme de maintien dans un périmètre d'information assez limité, puisque en fait, ce que la patiente me décrit avec donc ses espoirs de guérison sous 1 an, etc., vont un peu à l'encontre du récit qui a été fait lors de la présentation de son cas en RCP moléculaire, où finalement la maladie n'est pas vraiment sous contrôle. Le médecin référent explique qu'il y a une progression et que du coup, c'est ce qui a enclenché le fait qu'il demande la prescription pour le test génomique. Donc on voit qu'il y a une différence dans la lecture de la progression de la maladie. Donc deuxième question sur le pouvoir de décision des patients, je vais passer très rapidement. Pour la question du consentement, on se rend compte aussi que malgré la prise de rendez-vous en consultation d'oncogénétique, finalement la décision d'accepter le test génomique est prise bien avant le rendez-vous. Et cela notamment parce qu'il y a une forte croyance dans la parole du médecin référent et il y a un respect aussi vis-à-vis de son autorité médicale. Donc finalement, la consultation d'oncogénétique, c'est un moment assez bref, vraiment de formalité administrative, où on signe les papiers du consentement et voilà. Pour finir, sur cette question du coup des améliorations possibles, notamment en termes d'accompagnement et d'accès aux soins, ce qui était intéressant avec ce cas, c'est qu'on voyait bien le phénomène de désocialisation et même de désaffiliation qu'entraînait la maladie. C'est-à-dire que finalement, cette patiente, elle avait beaucoup de mal déjà donc, du coup, elle avait arrêté de travailler, elle avait beaucoup de mal à organiser les soins, à gérer un petit peu tout le côté administratif, du coup, qui était complètement pris en charge par sa sœur. Et finalement, elle s'était coupée de beaucoup de personnes qui, avant, faisaient partie de ses proches. Donc, il y a une importance de l'accompagnement, notamment familial, mais également, en fait, dans le cas de la prise en charge de cette patiente précisément, il y avait un rôle très important joué par les infirmières référentes. Donc, c'est un service spécialisé où il y a ce type de professionnels de santé qui, finalement, garantissent aussi un accompagnement un peu plus global, certes médical, mais également sur le volet social. Ils font le lien avec l'assistante sociale du service, etc. Il y a deux derniers points que je voudrais voir rapidement avant de passer la parole à Marie. C'est la question de la multiplication des interlocuteurs dans la prise en charge. C'est-à-dire que on est face à une médecine qui se veut personnalisée, mais du coup, où les patients se sentent un petit peu perdus quand ils font face à de nombreux professionnels de santé et finalement n'arrivent plus trop à s'y retrouver dans le système de soins. Et il y a un deuxième point, c'est qui a accès au test finalement, et là ça m'embête un peu de passer très rapidement dessus, mais je vais le faire. Bon, évidemment, il y a les inégalités d'accès aux soins donc territoriaux et sociaux. Mais là, particulièrement aussi pour ce test génétique dans le cadre du PFMG, on est face à des patients de compétition, comme me disait un professionnel de santé, avec la nécessité d'avoir un bilan clinique favorable qui permette d'accéder au test. Mais aussi, il y a une forme de distinction entre les cancers, notamment due aux technologies utilisées dans le cadre de ces tests génomiques, avec les biopsies congelées. C'est-à-dire que toutes les formes de cancer ne peuvent pas procurer ce type de prélèvement. Et je passe tout de suite la parole à Marie.
Alors, je vais devoir un petit peu faire vite puisqu'on a un petit peu empiété sur le temps. Là, on a décidé de faire un petit saut de côté sur la génétique constitutionnelle. Comme ça a été souligné par Dominique Stoppa-Lyonnais, il y a des données incidentes, effectivement, même dans la génomique tumorale. Donc, on s'est intéressé notamment aux patientes et à associations de patientes. Notamment, moi, c'est dans le cadre d'une enquête pluridisciplinaire que Juliette a présentée. Là, j'ai plus vous présenter des données qui viennent du volet association de patientes, notamment des entretiens semi-directifs avec des membres d'associations de mutés. Alors, par mutés, j'entends des personnes qui ont des prédispositions variées à certains cancers, assez pluriels, mais majoritairement en BRCA. Donc, c'est des personnes qui ont eu ou non un cancer, mais qui sont toutes réunies par le fait qu'effectivement, elles ont une prédisposition. Une mutation. Donc, on a essayé un petit peu de reprendre les questions préliminaires, donc en allant voir un petit peu plus du côté de la génétique constitutionnelle et du côté de ces patientes et associations de patientes. Donc, là, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, les tests constituent un élément de compréhension du cancer. Donc, il y a une cause biologique qui est donnée à la maladie familiale. Ça donne sens à une histoire familiale qui est très souvent marquée par le cancer, mais aussi à leur propre histoire personnelle quand, effectivement, elles ont eu des épisodes de maladie. Hier, on a parlé un petit peu de la vulnérabilité qu'engendrait la question des tests et leurs résultats. Nous, on parle un petit peu plus d'incertitude dans leur trajectoire, où effectivement, notamment, par exemple, autour de la question du projet parental, il y a un questionnement qui émerge, notamment du fait du risque de transmission de la mutation. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, cette association, elle est élargie. C'est des patientes qui sont à la fois des personnes malades et à la fois des personnes qui ne sont pas malades. Et en fait, il y a une tentative d'élargissement aussi. Là, actuellement, c'est majoritairement des femmes aux hommes. Donc, il y a une remise un peu en question des frontières autour des groupes de patients dans le cas du cancer. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on va revenir un petit peu plus dessus, mais il y a la question du test amène à une absence de questionnement sur les causes environnementales et professionnelles, comme on peut le voir sur d'autres cancers où effectivement la question de la prédisposition est pas présente. Ces tests, pour la plupart des personnes qu'on a enquêtées, c'était vraiment il y a vraiment cette idée d'échapper à la malédiction de la maladie familiale. Donc on voit vraiment que c'est quelque part pour elles le perçoivent comme un outil d'empowerment. Cependant, dans cette association, toutes reviennent sur le fait que le résultat des tests est vraiment ce qu'on appelle un apax existentiel, c'est-à-dire vraiment un moment de rupture biographique. Donc elles nous décrivent toujours un avant-après et notamment le début d'un engagement associatif. Engagement associatif qui amène aussi à une relecture de leur histoire et une mise en récit de l'expérience de leur cancer, ou du moins de la prédisposition, qui rejoint un peu le récit majeur qui est diffusé notamment par la présidente de l'association. Un élément qui est apparu très très fort dans les entretiens, c'est la question de la culpabilité. C'est effectivement ces tests, en fait, ils permettent à la fois de gérer sa culpabilité grâce à la mise en sens de la maladie, c'est-à-dire que les femmes vont nous dire par exemple que ça leur a permis de s'apercevoir que c'était pas elles-mêmes qui s'étaient déclenché leur cancer, puisque c'est quand même des discours qu'on a en entretien, et de mettre une cause physique et non plus psychique effectivement à la maladie. Par contre, se contrebalance de l'autre côté une énorme culpabilité des femmes sur la question de la transmission de la mutation. On voit effectivement tout l'enjeu derrière de l'information, notamment aux enfants, leurs propres enfants, mais aussi les enfants de la parentèle. Alors, quel pouvoir de décision pour les patients-patientes et la place des associations des patients et patientes. Donc, ce qu'on s'est aperçu dans les entretiens, c'est qu'effectivement, les femmes reviennent sur l'inégal accès aux tests selon l'histoire familiale, si effectivement il y a un passif très très clair ou pas du tout. Et effectivement, elles en arrivent bien souvent, malgré ce que nous a présenté Sandrine de Montgolfier sur les nouvelles formes d'information aux proches. Généralement, elles informent, c'est elles qui se chargent de l'information des proches. Donc, on a parlé des mineurs de la parentèle, mais aussi il y a tout un enjeu autour du contrôle de l'information. Doit-on ou ne doit-on pas, par exemple, informer la grand-mère qui a déjà de multiples pathologies et qui est très âgée? Est-ce qu'on ne va pas lui donner une culpabilité supplémentaire
en la chargeant avec des informations sur le fait que porte possiblement c'est elle qui a transmis la mutation aux générations suivantes. Et ça amène aussi une gestion des conflits au sein de la sphère familiale. Pour vous donner un exemple, on a une femme en entretien qui nous expliquait face à son frère témoin de Jéhovah, toute la problématique qui a amené effectivement à l'insertion de cette question des tests et d'existence de la mutation. Donc l'association, en fait, elle vise de son côté à élargir l'information sur l'existence et l'accès aux tests. Donc elle est vraiment très proactive pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une connaissance de ces tests auprès des femmes. Elle vise, son but, c'est de rendre un consentement de plus en plus éclairé. Donc là, elle diffuse de l'information sur les tests, mais aussi sur les chirurgies prophylactiques, les risques et les effets sur la santé psychique et physique. Et elle participe quelque part d'un déplacement d'une norme dans les pratiques de prévention, puisqu'effectivement, il y a une totale adhésion à la question des chirurgies prophylactiques en cas de mutation, notamment BRCA. Donc elle réalise véritablement un travail à la fois informationnel, corporel et émotionnel qui est assez nouveau, à la fois individuellement et collectivement dans leur sphère privée, donc familiale, mais aussi associative, donc plus vers l'extérieur, qui mélange à la fois un travail pour soi et pour les autres, mais aussi un travail sur soi et sur les autres. Il y a vraiment toute une réflexion qu'elles amorcent avec la découverte de ces mutations. Donc, quelles améliorations possibles et quels questionnements nous amènent aussi à la découverte du travail réalisé par les associations de patientes. Donc, dans ces associations, il y a une forte information entre pairs autour des tests génétiques, de la maladie, l'existence de différentes techniques, des effets de l'annonce, et puis aussi il y a toute une mise en place d'une forme de réseau médical, de repérage pour certains éléments, la reconstruction à plat ou la chirurgie esthétique dans le cas des BRCA. Elles assurent aussi un accompagnement qui est vraiment un accompagnement très... on a beaucoup de personnes qui nous disent que l'association est un peu comme une deuxième famille, donc il y a vraiment quelque chose qui s'entremêle entre le familial, l'associatif et le médical, puisque les professionnels de soins impliqués aussi dans l'asso sont assez proches des patientes. Donc il y a vraiment un accompagnement autour des soins de support, un soutien, une entraide, une mise en commun d'un ensemble de savoirs expérientiels et le développement d'un répertoire assez spécialisé sur différents aspects de gestion de la maladie, voire de traitement prophylactique à une éventuelle maladie. Aussi, elle développe tout un savoir autour de l'accès aux soins, notamment parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des pratiques très différenciées, puis elles en rendent bien compte dans les entretiens selon les professionnels de santé rencontrés au prime abord, et puis des entrées différenciées dans la prise en charge. Donc, pour un petit peu faire rapidement, parce que je vois que le temps commence à... on l'a évoqué un petit peu hier, mais sur la question de la prise en charge des patientes, et puis... Là, on voit vraiment qu'il y a une association qui réalise un énorme travail gratuit d'information, d'accompagnement, d'accès, qui pose aussi la question de est-ce que c'est un travail bénévole qui doit rester, est-ce un travail gratuit qui doit rester bénévole, ou est-ce qu'on doit mettre en place quelque chose dans les dispositifs de prise en charge des patientes. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Non, très bien, merci. On a noté aussi quelques mots-clés. Alors, on va sans tarder, pour ne pas prendre trop de retard, donner la parole à Madame Gage. Oui, attendez. Il doit être Parfait. psychologue de la santé, mais vous allez vous présenter. C'est à vous. Merci. Alors, tout d'abord, mes excuses pour ma voix. Là, elle s'est évaporée entre hier et aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir quand même m'entendre un petit peu. Donc, tout d'abord, un grand merci à Anne et aux organisateurs de m'avoir invité à vous présenter un petit peu les recherches que nous menons en psychologie de la santé en lien avec la génomique. Et donc, moi, je suis psychologue de la santé, enseignant-chercheur. Et en psychologie, on s'intéresse finalement à l'étude des faits psychiques, mais également des processus mentaux. Et on cherche à comprendre un petit peu le comportement des individus. Et en psychologie de la santé, notamment dans tout ce qui fait lien avec la santé et la maladie des individus. Et donc, on a
dont on se lie un petit peu avec la génomique, nous, on s'est beaucoup intéressé à la question des anomalies non sollicitées qui pouvaient être mises à jour lors d'un test à séquençage au débit. Et donc, on a fait une recherche qui a fait l'objet d'une thèse, notamment la thèse de Marion Rosier, qui est ici présente, et qui portait justement sur qu'est-ce qui allait faire que cette annonce des anomalies non sollicitées allait être acceptable ou pas. Et puis on a un petit peu prolongé aussi nos études pour essayer de comprendre quels seraient les motifs qui pourraient présider à ce que les individus acceptent ou refusent finalement de connaître ce type d'informations. Alors, pardon. Dans un premier temps, on est d'abord allé interroger, pour faire une étude un petit peu exploratoire, on est allé interroger des patients qui étaient pris en charge au service de génétique médicale du CHU de Toulouse. Et alors, c'était des patients qui n'avaient pas fait un test à haut débit, mais on est quand même allé les interroger pour savoir si eux, si jamais ils avaient été face à ce choix de connaître ou non ces anomalies non sollicitées, qu'est-ce qu'ils auraient aimé finalement faire. Et on s'est aperçu qu'une grande majorité là, des patients que l'on avait vus, donc c'est un tout petit échantillon, il y avait 13 personnes, mais sur ces 13 patients, il y en avait quand même 9 qui évoquaient l'idée qu'ils n'auraient pas aimé finalement connaître toutes ces informations parce que ça leur aurait fait porter un fardeau psychologique trop important, ça aurait été perçu comme quelque chose finalement d'assez angoissant. Il y a même une patiente qui disait, moi si c'est pour apprendre finalement que j'ai une maladie neurologique grave, autant que je me jette tout de suite dans la Garonne, c'est pas la peine, je veux rien savoir là-dessus. Et il y avait, à l'inverse, d'autres patients qui auraient été plutôt favorables à ce type d'annonce, qui auraient plutôt évoqué finalement une meilleure prise en charge possible pour eux, une amélioration éventuellement de leur qualité de vie, et qui évoquaient aussi peut-être l'idée que bon, si l'anomalie non sollicitée dépistée n'était peut-être pas trop grave, si on pouvait vivre avec, c'était des informations qu'ils auraient peut-être aimé connaître. Voilà, alors suite à cette étude exploratoire, on a essayé un petit peu de valider, d'étendre un petit peu la portée de nos résultats en proposant une étude quantitative. Étude quantitative qui a été réalisée auprès de patients, mais également auprès de professionnels de santé. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle ont participé à cette recherche. Et c'était une recherche en fait quantitative et qui a pour méthodologie en fait, de proposer des vignettes cliniques aux participants, des vignettes cliniques qui proposent finalement des cas concrets et dans lesquels on fait varier un certain nombre d'informations. Et donc là, à chaque fois, la constante un petit peu de ces vignettes, c'est une patiente qui venait pour réaliser un test, puisque dans sa famille, bon nombre de femmes étaient atteintes de cancer du sein, et donc on lui proposait de réaliser un test génétique, et ce test génétique allait être un test au débit, et donc on lui demandait alors on l'informait, parfois beaucoup, parfois peu, sur la possibilité d'avoir effectivement des anomalies non sollicitées mises à jour, et on lui demandait si elle souhaitait ou pas connaître ces anomalies. Et donc, la patiente donnait ou pas son consentement à connaître ce type d'anomalie. Et ensuite, on faisait aussi varier d'autres éléments, notamment sur l'anomalie dépistée. Par exemple, on a fait varier la pénétrance de l'anomalie qu'on pouvait mettre à jour. On faisait également varier le fait qu'on puisse éventuellement un petit peu prévenir ou traiter finalement l'anomalie qu'on allait mettre à jour. Et enfin, on faisait varier l'attitude du médecin, le comportement. Est-ce que le médecin finalement allait donner l'intégralité des informations à la patiente? Est-ce qu'il allait n'en donner qu'une partie ou pas du tout? Et à partir de l'ensemble des réponses des individus, on a réussi à faire finalement une cartographie des positionnements des individus quant à l'acceptabilité de cette annonce des anomalies non sollicitées. Et donc ces cartographies, en fait, on peut clairement les relier au consentement de la patiente. On s'aperçoit que quand la patiente était informée et consentait, là, on a 75% des gens qui estiment qu'effectivement, il faut tout dire à la patiente. Mais on retrouve quand même 11% des gens qui vont dire qu'il faut dire, même si c'est en partie, même si on ne dit pas tout. Et puis, il y a encore 11% des gens qui vont dire il faut tout dire, sauf si la situation est vraiment trop désespérée. Si l'anomalie non sollicitée, ça présente une pathologie qu'on ne peut pas traiter, qu'on ne peut pas prévenir, peut-être que, voilà, pour 11% des gens, en tout cas, dans ces cas-là, peut-être qu'il ne faudrait pas dire. Lorsque la patiente était informée mais ne consentait pas, là, 32% des participants estimaient qu'il ne fallait rien lui dire, respecter l'autonomie de la patiente. Mais on avait aussi 30% des individus qui estimaient qu'il ne fallait rien dire si on ne pouvait pas prévenir
Et après, on avait encore 38% des gens qui se répartissaient un petit peu dans les différents groupes. Et lorsque la patiente n'avait pas été clairement informée, n'avait pas donné véritablement son consentement, là on estime qu'il y avait 33% des individus qui estimaient qu'il fallait tout lui dire, mais ensuite on avait des positionnements extrêmement épars dans les différents groupes. Alors que retenir finalement de cette recherche? On voit effectivement l'importance cruciale du consentement dans la question des anomalies non sollicitées. Parce que sans consentement, effectivement, on s'aperçoit qu'on a des positionnements extrêmement variés. Mais on s'aperçoit aussi que même avec un consentement clairement exprimé de la part d'une patiente, on peut quand même aussi trouver des individus qui vont juger acceptable qu'on ne dise peut-être pas tout à la patiente en fonction de effectivement ce qu'on a mis à jour. Et à l'inverse, quand on a une patiente qui, au départ, n'a pas donné son consentement pour qu'on lui annonce ce type d'anomalie, on va quand même trouver des individus qui vont penser que, dans certaines circonstances, peut-être qu'il faudrait quand même dire un certain nombre d'informations. Alors, une des limites de cette recherche, c'est vrai que ça fait écho un petit peu à ce qui a été présenté hier sur les questions d'économie de la santé. C'est vrai qu'on a travaillé sur la question d'acceptabilité globale, finalement, de ce type de situation. Et qu'on peut juger acceptable un certain nombre de choses sans pour autant, si nous, on avait été à la place de la participante, accepter de la même façon. Donc, acceptabilité n'est pas forcément acceptation. Du coup, on a essayé un petit peu d'approfondir ces résultats en essayant de comprendre finalement quels seraient les motifs qui pourraient finalement faire que les individus, s'ils étaient face à ce type de situation, acceptent ou refusent finalement qu'on leur communique ce type d'informations. Et donc là, on a proposé à 110 personnes, donc on est encore sur une recherche exploratoire, un questionnaire qui commençaient tous de la même façon. Une des raisons qui me pousserait à prendre connaissance d'une anomalie non sollicitée. Et à chaque fois, on proposait un certain nombre de raisons qui pourraient pousser les individus à connaître ou pas cette information. Donc, par exemple, c'est moi qui décide si je veux savoir ou pas. J'ai pu donner mon consentement. Mes proches sont d'accord pour que finalement, j'accède à cette information. Et à partir de là, on a pu mettre à jour un certain nombre de facteurs latents qui sous-tendent finalement ces motifs à accepter. Et donc là, ces facteurs latents, ils sont au nombre de 6 dans les motifs à accepter. On a une équipe médicale compréhensive qui accompagne le patient, qui est à l'écoute, qui les rassure. On a également un facteur qui est en lien avec une meilleure connaissance de soi et de sa santé notamment. Un facteur qui est en lien avec le contrôle sur sa santé. Connaître ce type d'anomalie me permettrait de reprendre un certain contrôle sur ce qui m'arrive finalement, ou ce qui va m'arriver. On a également l'entourage favorable. Si mes proches sont d'accord pour que je connaisse ce type d'information, oui, j'aurais plutôt tendance à accepter. La sérénité, la réassurance finalement quant au choix qui a été opéré. Et enfin, la question de la liberté, finalement, du choix quand celui-ci a dû être réalisé. Concernant les motifs qui, finalement, président plutôt au refus de connaître ce type d'informations, on va retrouver, sans grande surprise, mais les conséquences psychologiques. Vraiment, la crainte de vivre, c'est la vie qui reste à vivre, si vous voulez, comme un fardeau, avec une certaine angoisse, une anxiété importante. Le deuxième facteur que l'on a mis à jour, c'est le fait que l'équipe médicale soit finalement assez peu compréhensive et accompagne peu finalement le patient. Le troisième facteur, c'est le fait qu'il y aurait potentiellement des rendez-vous médicaux supplémentaires, la crainte d'un rejet, la crainte de la diffusion aussi des résultats à des fins autres que médicales, et enfin l'inutilité perçue. Et donc voilà, ce sont là les grands facteurs qui sous-tendraient finalement les motifs à ne pas accepter de recevoir ce type d'annonce. Pour terminer, juste les projets en cours et à venir. Là, on va s'intéresser prochainement aux motifs qui pousseraient finalement le grand public à réaliser ou non un séquençage génétique en préconceptionnel, puisqu'on est dans ce type de problématique. Et puis les enjeux éthiques et psychologiques qui vont être liés au séquençage de l'exome, mais en néonatalité. Donc là, on cherche un petit peu à comprendre les attentes, les ressentis des patients lorsque finalement un séquençage de l'exome de leur nouveau-né leur est proposé et ensuite est réalisé. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Gardez le micro.
Très bien, donc on va pouvoir, merci à toutes les quatre de vos éclairages respectifs. Avant de passer la parole à la salle, moi j'avais peut-être une petite question pour débuter les échanges. Finalement, si on reprend un peu le parcours de soins, d'ailleurs qui est sur cette diapositive-là, que vous avez remis, est-ce que vous avez beaucoup parlé d'accompagnement, de compagnonnage pour certaines. Est-ce que dans ce parcours, il y aurait des acteurs qui manqueraient finalement? Est-ce que vous auriez voulu compléter ce schéma voilà, et puis ça donne aussi l'idée de se dire, on va peut-être d'autres projets de recherche communs ou partagés. Qui veut peut-être répondre? Je pense que de manière un peu évidente, nous, on aurait tendance à dire la place des associations de patients, hein, puisque effectivement, l'association sur laquelle on s'est intéressé, enfin, on a porté notre attention, c'est vraiment une association qui s'est vraiment investie sur cette question, on va dire, de la génétique constitutionnelle et qui participe d'une diffusion d'une information en amont des tests, mais aussi d'un accompagnement à chaque étape qui pose vraiment la question du travail bénévole réalisé par ces associations, alors en concertation aussi avec des professionnels de soins, mais qui est aussi bien un travail de vulgarisation de l'information scientifique, d'information grand public et aussi personnelle, puisque effectivement elles sont elles-mêmes confrontées à la chose, et puis d'informations des suites en fait du choix vers lesquels elles sont souvent, elles se dirigent assez rapidement, c'est-à-dire les chirurgies prophylactiques dans le cas des BRCA1 et 2, quoi. Merci beaucoup. Dominique? Alors, voilà, pour répondre à ta question, très, très bonne question. Peut-être que, je pense que donc on a la consultation médicale, il y en a 3, et en fait, je mettrais la notion plutôt d'équipe, vraiment d'équipe médicale. C'est à la fois c'est le médecin, c'est le conseiller en génétique, c'est l'accompagnement psychologique si besoin, et qui doit être proposé, qui doit être possible. Et puis, ce qui n'apparaît pas là, c'est que là, on a un seul patient. Mais en fait, dans le parcours de soins, c'est le patient, et c'est, pour les maladies rares, c'est souvent des études en trio. En oncogénétique même, on va chercher des apparentés même un peu éloignés, des cousins. Donc, il faut faire cette articulation avec les autres apparentés qui vont être testés et qui n'auront pas eu forcément cette... voilà, c'est pas bien prévu, là, leur accompagnement. Voilà, donc je pense que c'est très... Oui, c'est ce que j'aurais à dire, et peut-être, oui, sur le... Bon, après, c'est autre chose sur le parcours, mais c'est plus... Pour le patient, ça se voit moins, c'est moins perceptible. C'est l'organisation du laboratoire. J'ai évoqué la notion de GCS, de groupement de coopération sanitaire, avec une plateforme de séquençage, une plateforme bioinfo, les biologistes autour et qui se parlent. Je trouve que c'est un nouveau dispositif. Ouais, je ferai un petit focus là-dessus. Juste si je peux juste ajouter quelque chose, je pense que je suis tout à fait d'accord. Les équipes paramédicales aussi jouent un rôle important dans la transmission des informations et notamment sur la vulgarisation. Et il y a aussi des dispositifs d'information et de rencontres qui existent dans certains centres de santé, dans certains établissements de soins. Et là-dessus, les différents établissements, en tout cas sur lesquels nous on travaille, il y a une grande disparité justement. Certains établissements ont ce type de dispositif vers lesquels les patients peuvent aller spontanément, et d'autres n'en ont pas. Donc là où les associations doivent compenser ce manque. Merci. Oui, je partage tout à fait vos remarques. C'est vrai que l'accompagnement par les équipes paramédicales et ou par les psychologues est d'importance. Je pense en amont, effectivement, des résultats du test, mais aussi en aval. Parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qui se passe avant, mais il y a aussi comment ça va être appréhendé aussi au moment des résultats, et sur comment finalement appréhender la nouvelle vie qui arrive, que les résultats finalement amènent des informations ou n'en amènent pas d'ailleurs, parce que parfois on a aussi des tests qui reviennent sans grande information, et pour autant on a quand même besoin aussi d'accompagner les patients à ce moment-là. Merci beaucoup. Alors, la parole est à vous maintenant. Voilà, je vais faire aussi
bon, ça va. Merci beaucoup pour vos présentations. Sur ta question, sur qu'est-ce qui manque sur ce schéma, et par rapport à ce que vous avez dit, c'est effectivement le temps, à partir de la consultation de restitution des résultats. Moi, je trouve que là, c'est marqué au singulier, consultation médicale. Moi, je le mettrais au pluriel, avec cette inclusion justement de pluriprofessionnalité et peut-être pluri-acteurs dont nous avons besoin. Et moi, j'insisterais sur cette notion de ça va être différents moments, puisque, comme expliquait Dominique, il va y avoir peut-être à ce moment-là l'inclusion d'autres membres de la famille, il va y avoir la question d'un suivi psychologique si la personne en a besoin. Et là, je trouve que c'est trop réducteur sur ce schéma, tel que c'est présenté, et je m'interroge en fait là-dessus. Et j'aurais une question sur l'enquête que vous avez menée là auprès de cette association, que j'ai eu la chance, c'est un topo que j'ai eu la chance d'écouter dans un autre moment. Avez-vous pensé, pour compléter cette vision quand même assez tranchée de cette association, qui dénote quand même par rapport à d'autres visions, aller interroger des femmes atteintes de cancer du sein et BRCA1 positive, qui ne seraient pas membres et qui auraient choisi de ne pas être membres de cette association par choix ou par méconnaissance, pour justement nuancer peut-être les propos un peu caractérisés et unanimes de cette association. Voilà. Merci. Pas d'éléments de réponse. Alors, ça va être sur effectivement le deuxième point. Enfin, il y a eu pas mal de travaux autour du cancer du sein et le BRCA1 et 2. On n'a pas envisagé effectivement le comparatif. En fait, ce que nous on est allé chercher dans cette association, c'est comment en fait les associations s'investissent de cette question-là. Effectivement, ce serait intéressant de faire le comparatif en ouvrant. Là, je pense que ce qui nous a interpellés, c'est effectivement il y avait un choix assez homogène de parcours de soins suite à la détection de cette mutation. On n'a pas poussé sur des personnes qui avaient des postures plus critiques, notamment parce que pour l'instant, on a voulu aller un petit peu jusqu'au bout de ce terrain-là. Pour aller voir un petit peu ce qui se jouait en termes de travail, en fait, du travail gratuit qu'elles réalisent derrière, tant en tant que bénévoles de l'association, mais aussi au sein de leur parentèle. Et effectivement, notamment tout le travail émotionnel de gestion des conflits, tout ce que, en fait, les résultats amènent de supplémentaires, par exemple, dans une famille. Cependant, effectivement, le comparatif serait super et serait à penser. Je pense que c'est vraiment une très bonne piste à engager. Aussi un autre comparatif qu'on aimerait bien mener, parce que là c'est majoritairement des femmes, mais l'association tend à s'ouvrir vers d'autres prédispositions, à d'autres cancers qui sont moins des cancers dits féminins, où là on serait intéressé effectivement même d'une mise en perspective sur des cancers, un type cancer de la prostate, de manière à effectivement avoir un discours et voir les dynamiques genrées aussi qui jouent derrière. Oui, merci. Par rapport à cette question et en vous écoutant, et je regardais, puisque j'ai juste en face le parcours, le serpentin du parcours de soins dans le plan, et je me disais, les ronds, là, ils ont tous la même taille. Et à l'évidence, en vous écoutant, suivant l'acteur qui regarde le serpentin, il y a des ronds qui ont plus d'importance ou plus d'impact que les autres. Et je me disais, à la suite de ces demi-journées de discussion, et avec tout ce qui se fait déjà en recherche, et tout ce qui va se faire, parce que je suis pleine d'espoir là-dessus, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'en appuyant sur un petit bouton à gauche ou à droite, on voit apparaître le parcours de soins avec le point de vue de patient ou de patiente. Et là, il y aurait des éléments qui seraient plus importants que d'autres. Le parcours de soins vu par le professionnel paramédical ou médical. Le parcours de soins vu par le biologiste. Et que finalement, en travaillant sur la représentation à partir des données issues de la recherche, on pourrait être très informatif
en partant de ce parcours de soins qui est ce qui a été, et vous l'avez entendu hier, péniblement mis en place. Ça a été très long pour, disons, arriver à résoudre tous les obstacles pour avoir ce parcours. Et finalement, le faire parler à partir de données issues de recherches en psycho, en sociaux, en économie. Il y a un élément qui apparaît jamais, c'est qu'est-ce que ça coûte ? Combien coûte pour le système de santé, puisqu'on parlait de santé publique hier, le temps qu'on passe pour l'information, combien ne coûte pas, mais coûte en temps et pas en argent, le travail des associations. Et il me semble qu'un travail qui rassemblerait des résultats, enfin les rendrait visibles en représentation de différents types de recherches autour de ce parcours, rendrait perceptible beaucoup de points de vue et beaucoup de choses qui ressortent de vous, de vos travaux, et que les gens ne vont pas lire. Parce que combien de gens vont lire la revue française de sociologie ou les revues de psycho, alors qu'ils auraient peut-être un intérêt à réaliser, vous avez parlé du travail sur soi, à réaliser en fait dans quoi ils se projettent, dans quoi ils sont projetés par leur maladie ou par le fait qu'il existe un malade dans la famille. Très bien, merci pour cette suggestion. Il y a une autre question. Alors, je ne sais pas si on pourra modifier le schéma. Il faudrait demander aux responsables du plan. Je ne sais pas, Madame Novak est là, je ne sais plus. Christelle. Oui, pardon. Du coup, peut-être, est-ce qu'on pourra modifier ce schéma ? Oui, bien sûr, parce que ce schéma, on l'a fait, on l'a construit entre nous, et bien sûr qu'il est modifiable. Après, la taille des ronds adaptée en fonction des situations, ça c'est peut-être un peu plus compliqué, mais oui, bien sûr. Très bien, donc on peut y travailler. Merci. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, je voulais revenir sur les concepts d'incertitude, désaffiliation que vous avez évoqués. Et juste, vous êtes un peu démarqué de la notion de vulnérabilité. Je voulais savoir si vraiment pour vous, le concept de désaffiliation, c'était aussi une manière de remettre, disons, dans le circuit les contextes familiaux, socio-économiques des patients. On a vu hier qu'en fait, c'était toute une dimension qui était largement invisibilisée par les enquêtes. Et est-ce que le concept de vulnérabilité vous pose problème justement par rapport à une certaine interprétation, disons, de ces situations en termes de facteurs de risque et dans une approche qui se voudrait, disons, plus biomédicale? Je ne sais pas si ma question est claire, si vous voulez, je peux la préciser. Mais je voulais savoir si vous aviez un positionnement théorique par rapport à ces notions de vulnérabilité et ce qui justifiait vos choix en termes de désaffiliation ou d'incertitude. Alors pour cet exemple-là, j'ai utilisé le concept de désaffiliation parce que ce qui est intéressant, c'est justement comment est-ce que ces patients sont un petit peu à la frontière avec une rupture avec les aides publiques ou toutes les institutions publiques qui peuvent auparavant leur venir en aide, etc. Et comment est-ce que finalement c'est vraiment l'entourage familial qui va prendre le relais et faire en sorte qu'il ne soit pas justement totalement désaffilié. Et je pense que alors, le terme de vulnérabilité regroupe plein de choses, et là où finalement la désaffiliation pointe particulièrement cette question-là. Voilà, c'était et juste peut-être aussi pour répondre à la question d'avant, je me permets, sur la question, oui, du schéma. Je trouve intéressant aussi, pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre en regard à la fois la question de l'association, mais aussi les patients qui sont plus dans un contexte hospitalier et de génomique tumorale, c'est que finalement, ils n'ont pas du tout la même perception de l'importance de la consultation d'oncogénétique. Là où finalement,
pour les cas de ces membres de cette association, la consultation d'annonce de la prédisposition au cancer est un moment qui fait basculer totalement leur vie. C'est pas du tout le cas dans le cadre de la génomique tumorale, par exemple. Qui sont déjà, c'est des patients qui sont déjà pris donc dans des parcours de soins assez lourds, et finalement c'est plutôt l'annonce de la maladie elle-même qui fait preuve d'un moment de basculement plus. Voilà. Et pour répondre à la question de la vulnérabilité, en fait, même quand ça a été évoqué hier, on voit que derrière le terme vulnérabilité, il y a beaucoup de choses un petit peu mélangées. L'usage du terme incertitude, c'est bon, aussi s'inscrire dans une filiation de travaux, bien identifié par rapport à des formes d'inégalité sociale de santé qui seraient liées à des caractéristiques sociales et à des modalités de prise en charge différenciées selon les caractéristiques sociales des patients. Donc la question de l'incertitude, c'était aussi une façon de revenir un petit peu sur cette incertitude qui apparaît dans la vie des patients, qui est aussi une incertitude que partagent les professionnels de soins. Enfin voilà, c'est aussi revenir dans le cadre de travaux qui vraiment ont plus pris cette filiation, et pour qu'il n'y ait pas d'amalgame aussi derrière. Enfin, et c'était marrant parce que même hier, quand ça a été évoqué, on sentait bien que le terme n'était pas facile, parce qu'en fait, recouvrait plusieurs choses à la fois. Oui, on a une autre question. Lionel Perrier, économiste de la santé au Centre Léon Bérard à Lyon. Une question qui s'adresse peut-être plus à Madame Stopa-Lyonnais. La fréquence que vous observez sur les résultats négatifs ou incertains, cette fréquence est-elle plus spécifique à l'oncologie ou s'applique-t-elle également aux maladies rares? Non, alors, je ne voudrais pas dire de bêtises sur les chiffres, et peut-être Frédéric Novak ou d'autres de mes collègues seront plus précis, mais je pense que on trouve moins on trouve plutôt plus de résultats qui peuvent, positifs, en sens qu'ils peuvent modifier la prise en charge pour l'étude des tumeurs qu'on comprend pour les maladies rares. C'est-à-dire pour les maladies rares, je pense qu'on trouve un certain nombre de variants, on trouve voire des variants pathogènes, mais dans des gènes pour lesquels le lien avec la maladie explorée, le lien de causalité, n'est pas forcément fait. Et il faut réunir plusieurs observations. Ensuite, je pense que pour les maladies rares, il y a une très grande disparité des résultats, je dirais, positifs, encore une fois au sens du laboratoire, selon la préindication. Les syndromes malformatifs, les maladies les syndromes autistiques, tout ça, on trouve plus que pour d'autres pathologies. Pour l'oncologie, on a aussi une différence entre le diagnostic et puis l'adaptation finalement du traitement ou d'une ligne de traitement en fonction des résultats des tests de génomique, en fonction de savoir si on trouve ou pas un gène actionnable, et ensuite, avec un pourcentage qui peut être relativement élevé d'ailleurs, en général, et ensuite par contre une drogue qui correspond, et là c'est bien souvent un pourcentage faible, 10 à 20% des... Voilà. Et puis là, il y a aussi toute la problématique en aval qui est complexe, c'est de l'orientation du patient vers un essai clinique. Existe-t-il? C'est la notion aussi, vous savez, d'essais baskets qui sont, localisation tumorale différente, mais le même médicament. Donc, les choses évoluent beaucoup. Et donc cette articulation des résultats, des caractéristiques tumorales avec la prise en charge n'est pas si simple que ça. Les choses avancent beaucoup, mais voilà. Oui, et puis les combinaisons d'immuno aussi. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges très riches. Une question derrière. Alors, merci aussi pour toutes ces présentations. Catherine Bourguin, pardon. Et en fait, en écoutant la présentation de, je pense que c'est Marie qui l'a dit, quand tu décrivais le fait qu'il y a un accompagnement de type familial au sein de l'association, je me suis dit, alors voilà, est-ce que du coup, le fait que ça sépare, est-ce que ça serait une spécificité du fonctionnement de l'association qui justement
part de la mutation génétique et donc part de préoccupations familiales pour les membres de l'association qui font qu'elle se recrée au sein de l'association cette structure qui rappelle un fonctionnement familial. Et du coup, j'en suis revenue au questionnement qu'on avait commencé à aborder hier sur la spécificité de la génétique. Dans quelle mesure, finalement, ça en fait une association spécifique dans son modalité de fonctionnement liée à cette dimension génétique ou pas. Enfin, voilà, est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Et la deuxième question de cet ordre-là tient à ce que, donc, c'est Juliette, je crois, que tu as dit que le fait d'avoir l'identification de modifications génétiques dans la tumeur limite les questionnements, notamment sur les causes environnementales de la tumeur, alors même que tu viens de nous dire qu'il n'y a pas cette notion de bifurcation liée à l'annonce génétique quand c'est la génétique tumorale, parce que ça, c'est l'annonce du diagnostic qui, lui, se fait pas forcément avec de la génétique. Et donc, comment cette explication, cette tension entre une explication génétique, causalité, explication ou juste marqueur génétique de la maladie, parmi d'autres, comment ça travaille, on voit bien ces tensions entre génétique constitutionnelle, génétique tumorale. Et à la fois, c'est les différences, et en même temps, il y a des circulations d'interprétation entre les deux, y compris sur ces questions de causalité, qui sont quand même très intéressantes dans les parcours. Quand est-ce qu'il y a psychologisation, quand est-ce qu'il y a mobilisation sur des causes environnementales, ou au contraire sur l'analyse génétique. Bon. Une longue question, mais une réponse courte, du coup. On continuera après, au moment de la pause. Du coup, sur l'explication génétique pour ces parcours de patients qui sont pris en charge donc, dans le cadre de la génomique tumorale, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour le cas que j'ai donné précisément, elle expliquait qu'au départ, pour elle, sa maladie s'était déclenchée suite à son conflit professionnel. Et que pour elle c'était une évidence, mais que du coup la mise en place de ce test génomique, la discussion avec son médecin référent, etc., avait transformé le sens qu'elle donnait justement de la causalité de sa maladie, et que du coup elle prenait les choses avec un peu plus de détachement, et que finalement la causalité génétique, le facteur génétique, génomique, prenait plus de place et finalement effaçait un petit peu les questionnements quant à l'environnement professionnel. Donc ça prend quand même beaucoup de place, mais sans pour autant que ça fasse un effet de bifurcation biographique. Mais du coup, c'est quelque chose à creuser, je pense aussi. Et je vais faire très très court sur la spécificité de cette association où vraiment tout est sur un registre très affectif. C'est majoritairement des femmes, alors qui ont des caractéristiques sociales assez proches les unes des autres. Mais effectivement, la question de cette culpabilité et de cette expérience de femme, on pourrait faire un peu une analogie sur des groupes de conscientisation collective type self-help des années 70. Mais là, on voit vraiment qu'il n'y a pas un partage d'expérience, mais qui n'amène pas forcément à quelque chose qui serait de l'ordre d'une forme de conscientisation politique. Là, c'est vraiment un réseau d'entraide qui fait effectivement que, alors, réseau d'entraide, la question de la transmission aux enfants, c'est un truc. Il y a des femmes qui vraiment, il y a quelque chose qui joue, notamment parce que, par exemple, la première est majeure, la deuxième n'est pas encore majeure. Donc, il y a aussi cette espèce d'étape sur le temps long, qui fait aussi, comme c'est des personnes qui ont une question de prédisposition, et qui a une transmission familiale, contrairement, par exemple, à des associations de patients. C'est comme s'il y avait aussi une transmission de l'engagement aux générations d'avant. Cette association commence déjà à penser la génération suivante des ambassadeurs, ambassadrices de l'association, parce qu'effectivement, le questionnement et l'engagement se transmet de parents à enfants, en fait. Je crois, non, il faut qu'on s'arrête puisque le temps passe. J'ai bien noté quand même peut-être un dernier mot sur la tension qui
qu'on sent venir peut-être entre la multiplication des acteurs qu'on voudrait rajouter dans ce parcours de soins et ce que vous avez dit aussi autour du fait que finalement peut-être que les personnes vont être un peu perdues et avoir ce sentiment de dépersonnalisation aussi. Alors on sent peut-être qu'il y a une petite tension là qu'il faudra aussi travailler et essayer d'atténuer. Voilà, on remercie toutes les intervenantes pour cette table ronde. Merci beaucoup. Et puis donc une demi-heure de pause.